Bonjour à tous. Jorma Ollila. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, c'est un Finlandais. Nous sommes en 92. Il dirige alors l'une des plus grosses entreprises au monde de téléphonie mobile. Elle s'appelle Nokia. En 2000, Nokia est numéro 1 mondial dans sa catégorie et l'entreprise pressent que le téléphone classique va changer. La course dans le monde entier est lancée depuis quelques années déjà et Nokia investit en recherche et développement et investit aussi en marketing. Mais Nokia investit trop tôt. Le smartphone Nokia ne peut bénéficier d'aucune application. Alors, dites-moi quel est l'intérêt pour le consommateur? Un téléphone technologiquement fou et qui ne sert à rien. Aux États-Unis, au même moment, Apple développe d'abord le logiciel d'exploitation. Puis seulement après, les applications en nombre minimum. Et sollicite et lance même un système de franchise. N'importe qui peut inventer une application et la faire installer sur un iPhone à une condition. Il y aura un pourcentage pour Apple. Pour Nokia, la chute est spectaculaire. L'iPhone arrive en 2007 et Nokia, dépassé, revend sa division de téléphone mobile à Microsoft 5,5 milliards de dollars. Et cela deviendra Android. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Nokia, voyez-vous, avait tout pour réussir. Ils avaient l'intelligence, les ingénieurs, les techniciens, l'investissement, les bonnes idées. Oui, mais ils n'ont pas écouté leurs clients. Le client souhaitait des applications, et des applications en grand nombre, et pas uniquement un téléphone technologiquement au point, mais pratiquement inutile. Dans les années 90 encore, Yahoo est la messagerie sur laquelle il faut être. Le nom sonne bien. Le moteur de recherche est puissant pour l'époque. Le vent souffle dans les voiles de Yahoo. Jusqu'à ce matin où deux étudiants de l'université de Stanford, on est aux États-Unis, frappent à la porte de Yahoo. Ils viennent simplement de créer eux aussi un moteur de recherche très puissant. Ils cherchent des financements. Yahoo les reçoit, Yahoo les écoute d'une oreille distraite et refuse l'offre. Les deux étudiants repartent, trouvent l'argent qui leur manque, développent leur technologie dans une petite start-up. Ils l'ont appelée Google. En 2002. En 2002, Yahoo a même la possibilité de racheter Google et refuse. 20 ans plus tard, aujourd'hui, Yahoo est en difficulté. Et Google, lui, s'inscrit, vous le savez, avec son G dans la première lettre de l'acronyme GAFA. Ces deux histoires, voyez-vous, nous permettent de tirer quelques leçons. La première leçon, c'est « prenez des risques » et votre entreprise en a pris. Acceptez le changement et votre entreprise a marqué le changement, avec cette idée que l'on pouvait devenir un peu plus autonome, que l'on devait se faire confiance, qu'il y avait même une place pour l'expérimentation et l'erreur. Troisième chose, refusez le changement. Et dans ce cas-là, le temps qui passe vous mettra hors jeu. Finalement, voyez-vous, j'aimerais me poser avec vous une question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une innovation ? Une innovation, dans sa définition toute simple, c'est l'art de transformer une idée en facture. L'idée, c'est le début. Il faut l'idée d'abord, la conception, puis il faut la réaliser, on met en place un prototype, et puis ensuite seulement on va passer à l'industrialisation. Celui qui rêve, c'est l'avant-garde de celui qui pense. Celui qui pense marche devant celui qui réalise. Et celui qui réalise prépare le travail de celui qui vend. Chez Securidom, vous avez déjà investi. Vous avez investi, par exemple, pour la garantie d'exploitation des systèmes vidéo chez vos clients. Le jour où il en a besoin, le système vidéo doit marcher. Et si ça ne marche pas chez le client, c'est que l'offre est inutile. Souvenez-vous de Nokia. Voilà pourquoi vous avez verrouillé cette histoire. L'offre Securiveille, vous l'avez également, mais avec en plus la garantie exigée par les assurances. De nouveau, vous êtes là où toute la sécurité pour votre client, toute l'efficacité se trouve. Si ce n'est pas chez le client, cette offre-là aussi est inutile. Et ça, voyez-vous, c'est vrai pour tous les services, c'est vrai pour toutes les entreprises. Securidom s'inscrit dans les mêmes règles.
Aujourd'hui, on parle de vaccin. Celui qui a mis le vaccin au point, le premier, c'est Louis Pasteur. Il observe simplement qu'il est possible d'épuiser la puissance d'une bactérie ou d'un virus en l'obligeant à se reproduire rapidement et de nombreuses fois. Et cette petite bestiole, très affaiblie une fois inoculée, eh bien oblige le système immunitaire d'un organisme vivant à produire des anticorps. Il découvre ce principe aux alentours de 1877. Et Louis Pasteur reproduit la méthode sur les poules. Ça marche. Sur les moutons, ça marche. Jusqu'au 4 juillet 1885. Ce jour-là, un petit garçon, il s'appelle Joseph, se rend dans un village voisin, on est dans le Jura. Un chien l'attaque, le mord 14 fois, et les gendarmes sont assez catastrophés, très inquiets. Ils indiquent que ce chien a la rage. La maman panique. Tout le monde panique, car on ne sait pas comment soigner cette maladie, et on sait que l'on en meurt toujours. Alors la mère du petit Joseph a entendu parler d'un chimiste à Paris. Il paraît qu'il vaccine les chiens enragés. Enfin, c'est encore des expériences. Alors elle frappe à la porte de plusieurs hôpitaux parisiens. On lui ferme les portes parce que Louis Pasteur n'est pas médecin. Il est chimiste. Finalement, elle le retrouve à l'École normale supérieure. Alors, perdu pour perdu, lui dit-elle, autant d'essayer le vaccin sur mon fils, autant d'essayer le vaccin sur Joseph. Mais Pasteur n'est pas médecin. Et comme il n'est pas médecin, il ne peut pas pratiquer une piqûre sur un humain. Alors on va chercher un médecin, c'est le docteur Granchet. Et le docteur Granchet n'est pas habitué, lui, à procéder à des expériences de cet ordre-là. Personne ne sait si le vaccin va marcher. Il administre son traitement, il a tellement peur qu'après avoir donné la piqûre, il rentre chez lui dans le Jura. Il ne veut même pas savoir. Il est terrorisé à l'idée d'un échec. Le 27 juillet, c'est-à-dire 10 jours seulement après le traitement et après 10 jours d'attente, Joseph rentre chez lui. Il est en parfaite santé. Chez Securidom, vous avez tout testé. Vous avez tout vérifié. Vous avez tout contrôlé. Il suffit d'installer le procédé chez le client ou de s'en servir lorsque l'outil est à portée de main. Je pense ici par exemple au CRM. Chez Securidom, il n'y a plus que cela à faire. C'est le dernier pas. Finalement, voyez-vous, l'innovation, ce n'est pas le fait d'avoir de nouveaux outils, de nouveaux produits, de nouveaux instruments, de nouvelles procédures. Non, l'innovation prend tout son sens lorsqu'elle entre dans les usages, lorsqu'on installe vraiment le nouvel appareil et lorsqu'on l'utilise, que ce soit encore une fois un CRM pour les commerciaux, que ce soit des nouveaux produits pour les clients. Securidom, votre entreprise, est-elle numéro 1 sur les territoires où elle est installée? Bon, pas nécessairement. En 93, vous étiez 10. Aujourd'hui, vous êtes 100. Vous êtes établis partout. En Martinique, en Guadeloupe, Guyane, Réunion. Vous êtes présents en métropole. Êtes-vous numéro 1 partout? Non. Vous êtes beaucoup mieux que cela. Partout, vous êtes devenu petit à petit une référence. La meilleure qualité, les matériels de pointe, les installations qui donnent le meilleur résultat, c'est vous. Le suivi du client, tout cela, cela construit une réputation. Cela bâtit une référence. Et en plus, ce que l'on pressent lorsque l'on va au contact de Securidom, c'est que vous êtes bien dans votre peau. Être la référence demande de la compétence, demande du savoir-faire, mais demande aussi du savoir-être. Et là-dessus, depuis des années, vous avez travaillé. À quoi sert-il alors d'être au plus proche de votre client si vos produits ne sont pas de la meilleure qualité? À quoi sert-il d'être au plus proche de vos clients si tous ces produits ne sont pas chez lui à un moment donné? L'innovation, encore une fois, ne prend tout son sens que quand tout atterrit chez le client. L'innovation, finalement, elle meurt quand on ne s'en sert pas. Voilà pourquoi on se moque, voyez-vous, si gentiment du concours Lépine. Vous savez, c'est ce concours des inventeurs annuel. Le moindre candidat, quand vous l'interrogez, il croit à son invention. C'est là où on a inventé le presse-purée, par exemple. Il l'a mise au point avec toute sa passion. Il l'a mise au point pour rendre la vie plus facile. Eh bien, beaucoup de ces innovations meurent.
elles meurent de n'être chez aucun client. Elles meurent parce qu'elles n'ont pas trouvé leur financement, elles n'ont pas trouvé leur industrialisation. Toutes ces étapes, vous les avez franchies. Tous les produits, ils sont au point. Les technologies sont éprouvées, la qualité est vérifiée. Alors que pourrait-il encore manquer pour que Securidom soit ainsi cette référence que l'on attend, le dernier pas? Eh bien, le dernier pas, c'est la volonté d'informer et de convaincre, de pouvoir promouvoir et installer, finalement, de se donner la chance de vendre. Une innovation doit être vendue. Elle ne se répand pas naturellement. Il faut des professionnels pour cela. Un professionnel, c'est un virtuose d'une discipline. Il sait faire très bien ce qui est difficile. Et tout le monde n'est pas nécessairement professionnel. Au départ, voyez-vous, on est simplement ce que l'on appelle un velléitaire. Vous voulez que je vous raconte ce que c'est un velléitaire? C'est celui qui est en bord de piscine, qui vous regarde et qui vous raconte ceci. Oh, franchement, dans ma vie, si j'avais voulu, j'aurais pu devenir médaillé olympique de natation. Je le sais, j'ai tout cela en moi, mais ainsi est la vie et je n'ai jamais pu réaliser ce rêve-là. Mais enfin, c'est comme ça. Ça, c'est le velléitaire, celui qui n'a jamais rien fait mais qui vous raconte tout. Ensuite, vous avez le stade, de l'amateur. Le stade de l'amateur, c'est cet adolescent qui vient de s'acquérir une première guitare, il connaît 4 accords. Avec ça, sur la plage, le soir, il peut draguer et ça marche. Voyez-vous, ici, pourquoi irait-il au-delà? Avec ces 4 accords, cela suffit. C'est l'amateur. Il ne travaille pas sa guitare, il ne travaille pas son solfège, il ne va pas plus loin. Il se satisfait de ses premiers résultats. Vient ensuite le professionnel. Et là, c'est celui qui travaille. Et qui travaille encore pour acquérir, pour étendre son savoir-faire qui n'est pas du tout aisé à obtenir, à acquérir. Et ce n'est pas suffisant. En plus de ce savoir-faire, il faut y croire. Et y croire ensemble dans ce savoir-faire et dans toutes les innovations qui sont alentour, dans cette capacité à proposer les meilleurs produits et à les vendre, à utiliser les innovations pour un meilleur résultat chez votre client. Il faut donc être compétent, professionnel, et il faut y croire. Y croire permet d'agir. Agir permet d'y croire et permet d'y croire ensemble. Souvenez-vous de ce 21 juin 2018. Ce soir-là, à la télévision, vous avez vu qu'à Moscou, la France rencontre le Pérou dans le mondial de football. C'est le championnat du monde. Et la France l'emporte. 1-0. Mais les commentateurs, le lendemain, quand vous lisez la presse, sont relativement pessimistes. On n'ira pas bien loin, estime-t-il. Les chances de la France sont très faibles, peut-on lire. Le lendemain, tous les titres de la presse sonnent en bémol. 26 juin. La compétition avance et ce 26 juin commence le match France-Danemark. Au terme de quoi? 90 minutes de jeu, match nul 0-0. Et le match est vraiment nul, conclut la presse, qui ne voit aucune issue. La presse étrangère titre même ceci, c'est le match le plus nul du mondial. Et c'est dans cette ambiance extrêmement pessimiste que s'ouvre la rencontre France-Argentine. Nous sommes le 30 juin. Quand vous lisez la presse française du 30 juin, juste avant le match, on se dit, c'est la dernière rencontre. Après, les Bleus vont sortir de la compétition. Eh bien, je vous livre ici la version résumée du match par la BBC. Vous allez voir, elle est extrêmement intéressante. Vous avez vu, longtemps dans le score, la France a été battue. Mais ils se sont battus. Et le lendemain, tout change dans la presse. Grâce à ce 4-3, tout change dans la presse et tout change dans l'opinion publique. Ils se sont battus, ils ont failli disparaître, oui, mais il y a un héros dans ce match, c'est grâce à Mbappé. Ils ont gagné. L'équipe croque un superlatif de ce joueur qui se révèle. Réfléchissons ensemble. Dites-moi, ce jour-là, ce soir du match, techniquement, est-ce que l'équipe avait changé?
Pas du tout. Est-ce que son savoir-faire avait évolué? Absolument pas. L'entraîneur n'avait pas changé, les joueurs n'avaient pas changé, le lieu n'avait pas changé, l'époque n'avait pas changé, non. Les 2 premiers matchs furent sans saveur. Au 3e, la France a failli disparaître. Un héros est venu la sauver, Mbappé, auteur de 2 buts sur les 4. Eh bien, voyez-vous, Securidom, c'est ça. Quel engagement pour grimper sur la dernière marche, pour devenir une référence, alors que vous avez déjà tout pour réussir, tout pour le faire. Il suffit maintenant d'y croire ensemble. C'est sans doute là le secret. Dans l'innovation, vous y croyez. Mais dans le projet, dans cet horizon de référence qui est le vôtre, il faut y croire aussi, y croire encore, y croire toujours. Après la guerre 40-45, un mécanicien commence à construire des tracteurs. On est en Italie. Il en construit un, puis il en construit 2. Il les vend très vite parce qu'il faut remettre l'agriculture du pays en route après la dévastation de la guerre. Il devient donc industriel. Il aime les voitures rapides, mais lui, il construit des tracteurs. Petit à petit, la fortune venant, il s'achète une Ferrari. Il la pilote et il y a pour lui quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa voiture. Comme une malfaçon dans l'embrayage. Il porte sa voiture une première fois, une deuxième fois, une troisième fois chez un réparateur. Et finalement, il se rend dans les usines de M. Enzo Ferrari pour lui faire part simplement de son constat technique. Oh, la mécanique, il connaît quand même. Et vous savez, dit-il, il y a une faiblesse dans la conception de votre machine. Enzo Ferrari le regarde et lui dit « Écoutez-moi bien, monsieur, avec votre acteur, que savez-vous de l'embrayage de nos voitures ?» Piqué au vif, notre industriel spécialiste des tracteurs devient constructeur de sa propre voiture, de la voiture de ses rêves. Il prend des designers britanniques. Il veut une voiture magnifique. Il convoque des ingénieurs italiens, des ingénieurs allemands. En 2 ans, il conçoit et construit un bolide magnifique et lui donne son nom. Il s'appelait Ferruccio Lamborghini. Voilà d'où viennent ces voitures. Il faut y croire dans une innovation. Sinon, elle ne roulera jamais sur les circuits de vos clients. Ne sous-estimez pas non plus vos concurrents. Ne sous-estimez personne. Croyez bien ensemble que c'est ensemble que vous allez réussir et travaillez dur. Et ça, vous savez le faire depuis que vous êtes tout petit. Regardez, dites-moi, est-ce que vous aimez vos grands-mères? Oh, j'imagine que oui. On adore nos grands-mères. Tout le monde aime sa grand-mère. Vous savez, là, sous vos latitudes, vos grands-mères, elles, vraisemblablement, un jour, elles vous ont préparé une compote d'ananas. Un autre jour, elles vous ont fait des bananes flambées, que sais-je. Ici, en Europe, nous aimons également nos grands-mères. Puis-je vous raconter une histoire? Nous sommes à Noël. Nous sommes à Noël et sous le sapin, eh bien, il y a un gros colis. Enfin, il a été enrobé dans du papier avec un bolduc. Et vous savez ce que c'est. Vous savez que votre grand-mère qui vous adore a profité de l'hiver qui approchait pour vous tricoter un pull. Vous le savez. Et elle vous dit « Mais mon chéri, c'est pour toi le gros colis qui est là, il faut que tu l'ouvres. » Alors vous allez chercher le colis, vous l'ouvrez et effectivement, c'est un pull tricoté par votre grand-mère. Qu'a-t-il de si particulier? Elle vous dit, votre grand-mère, mais mon chéri, mais le pull. Alors déjà, quand vous avez déployé le pull, vous avez vu, il est moche le pull. Vous avez 10 ans, vous voyez le pull moche, vous vous dites, mais ça, le porter à l'école, mais jamais. Vous enfilez le pull. Et rien qu'au contact de la laine, parce que votre grand-mère a économisé des bouts de laine, elle n'en a pas acheté. Ce sont des bouts de laine déjà usagés, elle a tricoté tout cela, avec cœur. Et cette laine-là, elle gratte. Vous avez un pull qui est moche, et vous avez un pull qui gratte.
Et au moment où vous l'enfilez complètement, en plus, il est trop grand, mais elle pense à vous, elle vous aime, votre grand-mère. Donc, vous avez 10 ans, mais elle a tricoté pour 14 ans. Et elle vous dit, mais tu sais, tu vas pouvoir le porter longtemps. Ben oui, c'est bien là le drame pour vous. Vous allez devoir le porter longtemps. Eh bien, voyez-vous, le projet de Sécuridom, c'est un petit peu le pull de cette grand-mère. Le projet de Sécuridom, ça gratte toujours un peu. Bien sûr, parce qu'il faut mettre les choses au point, parce que l'innovation, il faut l'intégrer, il faut la maîtriser, il faut l'installer chez le client, il faut toujours être avec elle. Le projet Sécuridom, il est aussi un peu moche parce qu'il faut des mises au point successives, ça ne va pas de soi. Il faut des méthodes lissées pour que ça marche bien. Et puis le projet Sécuridom, c'est toujours plus grand que soi au début. Alors, lancez-vous, n'hésitez pas. Prenez les choses à bras-le-corps, croyez-y ensemble. Parce que, finalement, voyez-vous, pour le pull de votre grand-mère, qui était moche, qui grattait, qui était trop grand, qu'est-ce qu'on a dit? Nous étions petits, nous sommes allés entourer notre grand-mère de nos bras et on lui a dit une chose, merci. Eh bien, voyez-vous, pour l'innovation que vous allez installer chez votre client, pour cet ensemble de choses que vous allez faire, de services et de produits que vous installerez, il y a une chose que l'on vous dira après, mais ce sera votre client, ce sera votre fournisseur, ce sera votre collègue. Une chose. Merci.